Coucou tout le monde! On se retrouve du coup aujourd'hui enfin pour la dernière vidéo, de métabo glucidique. Alors elle sort un tout petit peu plus tard que prévu, mais en tout cas j'espère que ça va bien vous aider. Je me suis dit c'était vraiment super important de vous la faire cette vidéo puisque c'est vraiment un cours qui est hyper important, qui lie tous les cours entre eux. Vraiment, c'est là où vous allez faire plein de liens entre les différentes voies. La prof, elle a énormément insisté sur ça, dans le cours en présentiel d'ailleurs, sur le fait que vraiment toutes les voies étaient interconnectées entre elles. Vraiment, c'est super important. Donc ne voyez pas les cours indépendamment, chacun, de leur côté. Vraiment, faites des liens, c'est super important. Bref, voilà, j'arrête de parler et on y va. D'ailleurs, il y a la fiche, du coup, la nouvelle version de la fiche qui est sortie, normalement à l'heure où je vous sors cette vidéo. Je les ai mis en rouge bordeaux, comme ça en italique, toutes les petites remarques de la prof. Alors vraiment paniquez pas, il y a eu zéro rajout. Vraiment, elle a gardé le même cours que l'année dernière, que les années d'avant. Juste, je vous ai mis ces petites remarques, voilà, si ça peut vous aider, comment elle a commencé le cours et après, il y a des petites remarques un peu partout. Donc voilà. En tout cas, bah, on y va, c'est parti. Donc, déjà, première partie, on nous parle des points de régulation du métabolisme. Donc en fait, faut que vous compreniez que le métabolisme, en fait, pour que tout puisse fonctionner, il faut qu'il soit à l'équilibre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut qu'il y ait une harmonie entre les apports et les dépenses, donc entre ce qu'on nous donne et ce que nous, on libère, OK? Ça, c'est super important à comprendre. Voyez-le comme une petite balance, bah, comme ça en fait. Vous voyez dans le petit schéma, vous voyez bien l'homéostasie métabolique énergétique. Hop, c'est ce qu'on nous apporte et hop, ça c'est ce qu'on dépense. Il y a vraiment un vrai équilibre entre les 2. Donc comment ça fonctionne? En fait, il y a 2 systèmes de régulation pour réguler, tout ça et pour faire en sorte qu'on soit constamment en équilibre. Il y a le système neuronal et le système hormonal. Bon, le système neuronal, on n'en parle pas dans ce cours. Ici, vraiment dans ce cours-là, ce qu'on va venir, ce qui va nous intéresser finalement, ça va vraiment être les hormones, le système hormonal. On va en parler tout le long, c'est super important. Donc, les organes clés du coup, où vont se faire toutes ces régulations, on a le tissu adipeux, le foie, le pancréas, vraiment pour changer, c'est toujours les mêmes. Hem Et ensuite, un truc super important, il faut savoir que l'organe majeur en termes de glycémie, de régulation du glucose, c'est le système nerveux central. Parce qu'en fait, le cerveau, le système nerveux, il a besoin de glucose pour fonctionner. Sans glucose, vous réfléchissez pas, il y a pas moyen. Donc vraiment, glucose super important pour le cerveau, pour le système nerveux. Tout le corps va se mettre en bataille pour qu'il puisse avoir du coup du glucose au niveau du cerveau et quand du coup glucose, plus dispo, quand c'est un peu la galère, bah, du coup, on utilise les corps cétoniques, OK? Mais du coup, la ressource énergétique du cerveau, c'est bien le glucose. Les corps cétoniques, j'ai eu la question plusieurs fois, ça, c'est en situation de jeûne, quand on n'a plus de glucose à proposer à notre cerveau, qu'il ne peut plus fonctionner. Voilà, donc pour ça, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir nos nutriments qui vont être absorbés, digérés en passant par le système grêle, donc l'intestin, les entérocytes, donc les cellules de l'intestin, le système lymphatique et le système porte, donc au niveau du foie. Le foie, on se rappelle qu'il y a un organe hyper central, hyper important au niveau du métabolisme. On l'a retrouvé dans toutes les voies métaboliques glucidiques. Le foie, c'est vraiment le king de la métabo et du coup, le foie qui contient les hépatocytes. Donc hépatocytes, cellules, du foie, OK? Périportaux, périvéneux. OK, super important. Et ensuite, on a le pancréas, auquel on va beaucoup s'intéresser aujourd'hui, qui a un rôle super important parce qu'en fait, il est capable d'avoir une double fonction. Il a une fonction exocrine, donc qui, elle, va sécréter toutes les enzymes nécessaires à la digestion, mais aussi une fonction endocrine parce que du coup, le pancréas est capable de sécréter des hormones et c'est ça vraiment, c'est cette fonction endocrine-là qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui. OK. Donc là, je vous ai mis le petit schéma de la prof qui vous montre bien, bah, du coup, le pancréas avec, sa partie exocrine, donc exocrine qui va être très, très importante, du coup, pour la digestion et sa partie endocrine qui, elle, va sécréter les hormones dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Voilà et ensuite, organe aussi super important, ça, vous l'avez compris notamment avec Chloé et même avec moi, on en a beaucoup parlé, le tissu adipeux. Donc avec ces cellules qu'on appelle les adipocytes et qui lui du coup va s'occuper de stocker les lipides et bah, de les libérer quand on en aura besoin bien sûr. OK et ensuite, enfin, le muscle, besoin d'énergie pour son activité physique. OK, donc là on a fait un petit peu le tour de tous les organes, qui nous intéressent, beaucoup, beaucoup, dans, le métabolisme. Donc en fait, ce qu'il faut savoir
c'est que chaque cellule va avoir une sorte de bagage métabolique spécifique en fonction de ce qu'elle veut, de ses objectifs, OK? Donc on va avoir, des voies métaboliques qui auront lieu dans certaines cellules et d'autres non. Vous l'avez bien remarqué, pas toutes les voies se font au même endroit à chaque fois et en fait, il faut que que des signaux, en fait, arrivent à ces cellules pour que, les voies puissent se mettre en place quand on en a besoin. Donc en fait, ces signaux-là, on va en avoir des extracellulaires, mais on va en avoir aussi des intracellulaires. Donc les signaux extracellulaires, c'est ce qu'on va retrouver dans le sang, par exemple les hormones, ça peut être même d'autres produits comme le glucose, ça peut être plein, plein de choses. Hem Et en fait, il faut savoir que ces molécules, elles vont être reconnues par des récepteurs et ces récepteurs-là, ils se trouvent pas toujours au même endroit. Soit ils se trouvent au niveau de la membrane plasmique, OK? Et du coup, c'est, des molécules, en fait, qui vont s'accrocher à ces récepteurs au niveau de la membrane plasmique. Ils vont devoir du coup, juste en fait, s'accrocher à la au récepteur, pardon, sur la membrane et pas avoir à rentrer à l'intérieur de la cellule. Alors qu'au contraire, on a des récepteurs qui sont à l'intérieur de la cellule et là, les molécules vont devoir rentrer dans la cellule, OK? Pour aller rejoindre le récepteur. Sauf que du coup, si elles doivent rentrer dans la cellule pour aller rejoindre le récepteur, vous vous doutez bien qu'il faut qu'elles soient lipophiles. Il faut qu'elles puissent traverser la membrane. Ça, vous le voyez en biocell, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ça, c'est important à savoir. Donc, retenez bien qu'on a des récepteurs au niveau de la membrane, mais qu'on a aussi des récepteurs à l'intérieur et pour les récepteurs qui sont à l'intérieur, les, molécules vont devoir passer la membrane. Donc il faut que ces molécules-là soient lipophiles. OK. Donc dans tous les cas, à l'intérieur de la cellule, il va y avoir ce qu'on appelle en fait la signalisation cellulaire et ça vous le voyez vraiment, vous avez un cours entier en Bessel dessus et on va avoir une cascade d'événements qui va permettre d'arriver au final à la réponse cellulaire. Donc là, la preuve vous montre qu'en fait, on peut avoir des régulations au niveau transcriptionnel, mais qu'on peut aussi avoir des régulations post-traductionnelles, donc après la traduction et on va pouvoir avoir des modifications covalentes, allostériques. Alors, on va poser aussi la question, c'est quoi la différence entre, une régulation allostérique et covalente. En fait, covalente, on va en voir un exemple principal, aujourd'hui. Bon, il y a plein de types de régulation covalente, mais nous, le type de régulation covalente qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être la régulation par phosphorylation ou par déphosphorylation. Si par exemple, je régule en phosphorylant, en déphosphorylant, ça on va le voir, après, ça va être une modification covalente. Par contre, les modifications, allostériques, les régulations allostériques, ça va être souvent par le produit, par exemple, par la présence du produit, par, en fonction aussi du niveau énergétique dans lequel on est, et cetera. Donc vraiment, il faut bien faire la différence entre les 2. Mais ça, je ferai un petit point dessus, après. OK. Donc on va avoir des modifications covalentes qui sont régulées par des signaux extracellulaires et comme je vous l'ai dit, ici, dans ce cours, vraiment, on va beaucoup parler de la phosphorylation, de la régulation par la phosphorylation, même s'il y en a plein d'autres, OK? Ça, c'est important. Donc les mécanismes de phosphorylation et déphosphorylation vont venir réguler l'activité de l'enzyme. On sait aussi que, cette enzyme, en fait, elle peut avoir plusieurs conformations. Elle peut, du coup, être activée ou être inhibée et ça, c'est les effecteurs allostériques. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, si, je sais pas, moi, je vous donne un exemple. On nous dit, voilà, le glucose est un effecteur allostérique, négatif pour telle voie, parce que, du coup, en sa présence, on ne va pas effectuer cette voie. Bah, le glucose, du coup, il régule de manière allostérique la voie, OK? Voilà. Peut-être que c'est pas encore énormément clair pour vous là maintenant, mais tout à l'heure on va bien en parler et ce sera très, très clair, croyez-moi. Donc, une dernière chose pardon, qu'on peut modifier de manière indirecte en fait, c'est que, ce qui va se passer, c'est qu'en fait la molécule, l'enzyme en fait, peut être dans un autre compartiment que celui dans lequel elle doit se trouver pour que la voie se fasse normalement. Et en fait, si on met l'enzyme dans un autre compartiment que celui, où la voie est censée se faire, il va y avoir un petit problème. La voie ne va pas pouvoir se faire et du coup, on va inhiber la voie. Donc en fait, on peut aussi réguler de cette manière-là, par séquestration du coup de l'enzyme dans un autre compartiment pour l'empêcher de faire la voie, OK? Dans son compartiment de base. OK, j'espère que c'est clair. Si, vous avez des questions, n'hésitez pas. Forum, comme toujours.
Et donc là, depuis tout à l'heure, on parle un petit peu de signaux extracellulaires. En termes de signaux intracellulaires, qu'est-ce qu'on va avoir? On peut, jouer sur les concentrations, les coenzymes, les ions, le pH. Tout à l'heure, on va en parler. Le pH, il régule l'activité de la PFK1. Vous vous souvenez, c'est l'enzyme, qu'on retrouve à la troisième étape de la glycolyse, mais ça, je vais en parler tout à l'heure. Et ensuite, la prof nous parle du système endocrinien, super important, la base de ce cours. Système endocrinien, du coup, ce sont des molécules sécrétées par les glandes endocrines qui vont aller dans la circulation sanguine et qui vont agir, du coup, à distance sur un autre organe. Ça, c'est super important à comprendre. Donc là, on va parler des hormones. Les hormones, elles sont classées selon leur nature et ça, c'est vraiment à savoir. Mais l'insuline, le glucagon, dont on va beaucoup, beaucoup parler dans ce cours, sont des hormones polypeptidiques, OK? Alors que l'adrénaline est une hormone monoaminée et le cortisol est une hormone stéroïdienne. Ça, vraiment, apprenez-le, c'est important. OK. Donc, c'est parti. On va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Donc, les hormones de régulation du métabolisme. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, et ça vous le savez je pense depuis, toujours, mais c'est important de maintenir une normoglycémie. Donc la glycémie, c'est quoi? C'est la concentration de glucose dans le sang. Et il faut savoir que pour avoir une glycémie normale, en fait, il faut que celle-ci soit entre 0,7 et 1,05 grammes par litre. Ça pareil, apprenez-le, c'est important. Ça vous servira toute votre vie, mais vraiment pour être en normoglycémie, il faut se situer entre 0,7 et 0,5 pardon, grammes par litre. Donc entre 0,7 et 1,05 grammes par litre, vous êtes dans la norme. Après un apport alimentaire, comme, vous pouvez vous l'imaginer, cette glycémie, elle va, augmenter. Donc va falloir la réguler vers le bas. Alors que quand on s'éloigne d'un repas, au final, on n'aura plus beaucoup de glucose dans le sang, la glycémie va diminuer et là, on va vouloir, la ramener vers une concentration normale, donc entre 0,7 et 1,05 grammes par litre. Donc une glycémie à jeun, on nous dit supérieure à 1,26 grammes par litre peut, être un signe d'avertissement d'un diabète, OK. Donc supérieur à 1,26, ça peut être signe d'un diabète. Inférieur à 0,5, ça peut être signe indicatif, au contraire, d'hypoglycémie, OK. Ça, c'est important aussi, retenez bien les valeurs. Donc on a 2 hormones qui sont super, super, super importantes pour réguler justement notre glycémie. On va avoir l'insuline qui est la seule et unique, et retenez-le bien, c'est super important, hormone hypoglycémiante. L'insuline, c'est la seule hormone qui est capable de faire diminuer la glycémie, OK? Et le glucagon qui est une hormone hyperglycémiante. Elle, c'est pas du tout la seule hormone hyperglycémiante, il y en a d'autres qu'on va voir. Mais du coup, glucagon, fait partie des hormones qui peuvent faire augmenter du coup la concentration de sucre dans le sang et on va voir comment. Donc ces 2 hormones-là, vous pouvez vous poser la question, mais elles sont sécrétées comment? Par qui? Bah, en fait, c'est par le pancréas. Donc comme je dis tout à l'heure, le pancréas a 2 fonctions, une fonction exocrine et une fonction endocrine. Et du coup, grâce à sa fonction endocrine et du coup, plus spécifiquement grâce à des îlots qu'on appelle les îlots de Langerhans, elle va pouvoir sécréter ces hormones, OK? Et en fait, au niveau des îlots de Langerhans, on a 2 types de cellules différentes, les cellules alpha et les cellules bêta. Et ça, faut bien retenir que, les cellules alpha vont permettre la sécrétion de glucagon et les cellules bêta d'insuline. J'avais un petit mémo d'ailleurs, de ma vieille, mais pour vous dire, pour retenir, vous pouvez vous dire que l'insuline est sécrétée par les cellules bêta, le glucagon par les cellules alpha. Vous vous dites que le G du glucagon est plus proche du A que le I de l'insuline. Ou sinon, beaucoup plus simple, que mon physio m'a dit d'ailleurs, mais glucagon, il y a un A dedans, donc cellule alpha. Voilà, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, c'est tout simple. OK, donc là, la prof vous montre, une petite photo. C'est une coupe de pancréas qui a été marquée par des anticorps qui reconnaissent l'insuline et le glucagon. Donc en rouge, en fait, vous avez, les cellules bêta qui sécrètent l'insuline et en vert, les cellules alpha qui sécrètent le glucagon et c'est incroyable. Je trouve ça hyper stylé et en fait, vous voyez bien que tout est mélangé à l'intérieur, OK? Et tout ça va être sécrété en fonction de la concentration de glucose. Hop, trop de glucose dans le sang, insuline à fond, on veut diminuer, la glycémie. Au contraire, pas assez de glucose, on n'en peut plus, on veut du sucre. On sécrète le glucagon pour faire augmenter la glycémie. OK?
Donc voilà, alors là, on va passer un peu plus dans le détail. On va commencer par parler du coup de l'insuline qui est notre seule hormone hypoglycémiante. Ça, je le rappelle, je le redis, je le répète, mais super important. Et l'insuline, du coup, vous vous en doutez bien, elle va induire les voies de stockage. Parce que du coup, l'insuline, si elle est sécrétée quand on est en hyperglycémie, ça veut dire que on va vouloir stocker le glucose quand l'insuline est présente. Vous vous en doutez bien. Donc son objectif est de diminuer la glycémie, elle va activer toutes les voies qui vont permettre de stocker le glucose et du coup, heu, en parallèle, elle va inhiber toutes celles qui en produiraient parce que vous imaginez, ce serait un peu contre-productif pour elle, la pauvre. Si elle commence à, hem, activer toutes les cellules toutes les voies pardon, qui stockent le glucose, mais que les voies qui dégradent le glucose fonctionnent encore, ça serait très contre-productif quand même. Donc elle va s'occuper non seulement d'activer les voies de stockage, mais aussi, d'inhiber les voies, de dégradation. OK? Super important. Donc cette hormone, l'insuline sécrétée par les cellules bêta des îlots de Langerhans, c'est vraiment répétition à fond et il faut savoir que, le récepteur de l'insuline, il a une activité kinase. Ça, c'est important. Il a une activité kinase, la signalisation de l'insuline va réguler toute une cascade de molécules à l'intérieur et en fait, ça va réguler notamment des cascades de phosphorylation et de déphosphorylation. OK, donc pour diminuer la glycolyse, la qu'est-ce que je raconte? Pour diminuer la glycémie, pardon, l'insuline va favoriser le stockage du glucose et pour ça, elle va stimuler la glycogénogénèse, donc la synthèse, de glycogène, la synthèse de lipides, d'acides gras via la lipogénèse. Donc toutes les voies de synthèse, elle va venir les stimuler à fond. Au contraire, elle va inhiber la glycogénolyse, la néoglycogénèse, parce que du coup, on ne veut pas dégrader le glycogène, parce qu'on ne veut pas, heu, de libération de sucre, parce que sinon ça nous ferait augmenter la glycémie et on ne veut pas du coup non plus créer, de nouveau du sucre, parce que si on bloque la dégradation de glycogène, c'est pas pour en parallèle, créer du sucre avec la néoglycogénèse, vous vous en doutez bien. Donc l'insuline va, stimuler la captation de glucose via la glycogénogénèse, la glycolyse et la lipogénèse. Par contre, elle va inhiber la glycogénolyse et la néoglycogénèse. Ça, c'est super important. Donc voilà, il faut savoir que bien sûr, bien entendu, l'insuline est sécrétée dans la circulation sanguine et que son récepteur est au niveau de la membrane plasmique, OK? Donc ça, c'est son message primaire et ensuite il va y avoir une signalisation cellulaire et là, on parlera de messagers secondaires, donc avec les kinases, les phosphatases et cetera, qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, globalement pour l'insuline. Bien sûr, vous n'en avez pas fini avec elle, on va bien en parler après. Mais d'abord, je vais vous parler des hormones contre-régulatrices, donc des hormones qui font vraiment l'inverse, on peut le dire, par rapport à l'insuline. Donc déjà, on a le glucagon. Alors, le glucagon, lui, au contraire, comme on a dit, glucagon, on veut augmenter les concentrations de glucose dans le sang. Donc vous vous en doutez bien, ce ne sera pas en période, postprandiale, pas du tout. Ce sera en période post-absorptive et durant le jeûne court, quand on aura besoin donc de glucose. Super logique encore une fois. Donc c'est une hormone polypeptidique, on a dit, comme l'insuline et elle, cette fois-ci, elle n'est pas sécrétée par les cellules bêta, mais bien par les cellules alpha des îlots de Langerhans du pancréas. Donc elle va avoir une activité hyperglycémiante, ça c'est vraiment répétition à fond, on veut augmenter la glycémie et son récepteur est situé au niveau de la membrane plasmique. Donc jusqu'à là, tout va bien, c'est comme l'insuline. Attention, OK, ça faut faire attention, je vous vois venir, vous vous dites: «Attends, mais insuline, glucagon, tous les 2 ils ont un récepteur sur la membrane, c'est peut-être le même?» Non, pas du tout. Chaque récepteur sera bien spécifique de son hormone, OK? On a bien un récepteur pour le glucagon d'un côté et un récepteur pour l'insuline de l'autre. C'est 2 récepteurs qui sont, de la même famille, OK? C'est les récepteurs, en fait, à 7 domaines transmembranaires comme vous le voyez juste ici sur le schéma. En fait, c'est tout simplement qu'ils passent 7 fois par la membrane et vous voyez bien que c'est les mêmes en soi, ils font partie de la même famille, mais que c'est bien 2 récepteurs différents, OK? Un récepteur spécifique au glucagon et l'autre spécifique à l'insuline, super important. OK, donc là, on passe à, une partie un peu plus technique, mais toujours, assez logique. Donc le glucagon, il faut savoir qu'il va activer la voie de l'AMP cyclique. L'AMP cyclique qui est un second messager et en fait, pour activer cette voie de l'AMP cyclique, il va pas pouvoir l'activer comme ça directement, gratuitement, non. Il va devoir passer par la protéine kinase A. La protéine kinase A, c'est la PKA, OK? Donc glucagon active la voie de l'AMP cyclique en activant la PKA.
Et en fait, puisqu'il veut augmenter la concentration de glucose, il va stimuler la dégradation du glycogène, donc la glycogénolyse. Stimuler la synthèse de glucose, la néoglycogénèse, donc vraiment tout l'inverse de l'insuline, voilà. Alors et enfin l'adrénaline, qui est aussi une hormone contre-régulatrice, qui va vouloir faire un peu l'inverse, par rapport à l'insuline, mais attention qui n'est pas pareil non plus que le glucagon. Alors en fait, en situation de stress, d'effort, de jeûne, vous pensez à l'adrénaline. Pensez quand vous dites, «Oh là là, j'ai de l'adrénaline, je stresse avant un examen» ou alors, quand vous avez de l'adrénaline quand vous faites, un manège, je sais pas, à la foire ou quoi que ce soit, pensez à ça. Adrénaline sécrétée, en situation de stress, d'effort, de jeûne et ça, c'est pour agir pour augmenter la concentration de glucose, OK? L'adrénaline, elle est, pas sécrétée par le foie, en fait, elle est sécrétée par la médulo surrénale, OK? Super important. La médulo surrénale qui est juste ici. En fait, vous avez votre glande surrénale, là, je vous fais un petit cours d'anat, mais là, vous avez la glande surrénale et dans la glande surrénale, vous avez 2 parties. La cortico-surrénale, du coup, c'est le tour et l'intérieur médulo surrénale, OK? Donc voilà, tout simplement. Et il faut savoir que c'est une hormone qui va agir principalement au niveau du muscle, au niveau du tissu adipeux et au niveau du foie, alors que le glucagon, il avait surtout un rôle au niveau du foie. Donc même chose, elle a besoin d'avoir son récepteur à la membrane plasmique et vu qu'elle veut augmenter, en fait, la concentration de glucose, elle va bien sûr agir, donc favoriser la dégradation de glycogène, donc la glycogénolyse et bien sûr la lipolyse, OK. Inversement, elle va toujours inhiber la synthèse de glycogène. Vu qu'on veut du sucre dans le sang, on ne veut pas le stocker, donc on bloque la glycogénogénèse, OK? Comme, le glucagon. Le cortisol maintenant, c'est une hormone stéroïdienne qui cette fois-ci, donc toujours, hein, est sécrétée par la glande surrénale, mais cette fois-ci par la cortico-surrénale. Alors moi, j'avais un petit mémo, je me disais: «Cortisol, cortico, ça commence pareil, donc bah, ça veut dire que le cortisol est sécrété par la cortico-surrénale». Voilà, aussi simple que ça. Elle va agir également sur le foie, le tissu adipeux et le muscle. Donc nous, cortisol, on veut quoi? On veut potentialiser les effets des catécholamines. Donc les catécholamines, on se rappelle, on a l'adrénaline et elle va du coup stimuler la néoglycogénèse et la lipolyse. Encore une fois, on veut du sang, on veut de dégrader en fait nos lipides. On veut, sécréter, du sucre, on veut produire du sucre plutôt, c'est mieux et donc du coup, cortisol vraiment va stimuler la néoglycogénèse et la lipolyse. Super important. OK. Donc là, on a un beau schéma que je vous propose de suivre pas à pas avec moi pour vraiment bien comprendre, parce que là, on commence un petit peu à arriver à la partie un peu plus technique du cours, mais vraiment pas de panique, il y a rien de compliqué. Si vous suivez bien avec le schéma, que vous comprenez bien pas à pas, il y a pas de raison. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a dit? Pour le glucagon et l'adrénaline, on peut avoir un premier niveau de signalisation cellulaire. Donc c'est 2 hormones, du coup le glucagon et l'adrénaline, pardon, qui vont reconnaître leurs récepteurs, ça s'appelle spécifiques, hein, à eux, bien sûr, au niveau de la membrane. Elles ont des récepteurs qui appartiennent à la même famille, donc les récepteurs à 7 domaines transmembranaires. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 7 passages dans la membrane à chaque fois, OK? Et ces récepteurs-là ont une partie extra cellulaire, pardon, et une partie intracellulaire, OK? Donc la partie extracellulaire qui va reconnaître l'hormone, qui va reconnaître le glucagon ou l'insuline qui va se fixer dessus, donc les petits triangles, les petits losanges, OK? Et une partie intracellulaire qui, elle, va induire la cascade de signalisation qu'on va voir juste ici. Donc voilà, là, c'est juste un petit rappel pour vous dire que chaque récepteur est bien spécifique et par contre que ces 2 récepteurs vont aller, du coup, in fine, stimuler la même voie à l'intérieur de la cellule. C'est la voie, du coup, de l'AMP, cyclique et de la protéine kinase A. Donc ça, on va le voir ensemble. Donc déjà, on a l'hormone qui se fixe au récepteur. Ça entraîne un changement de conformation du récepteur, OK? Et en fait, au niveau intracellulaire, ce changement de conformation-là, qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va entraîner la production d'une protéine qu'on appelle la protéine G. OK? Donc, hop, hormone se fixe sur le récepteur change de conformation et donc sécrète dans sa partie du coup intracellulaire une protéine qu'on nomme la protéine G, qui est juste ici. OK? Cette protéine G va également changer de conformation
Elle va aller activer du coup une enzyme qui s'appelle l'adénylate cyclase. Donc la protéine G change de conformation, active l'adénylate cyclase, OK. L'adénylate cyclase active, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va catalyser la réaction, qui va permettre du coup de transformer, l'ATP en AMP cyclique. Donc l'adénylate cyclase ici transforme l'ATP en AMP cyclique, OK, et bien sûr en pyrophosphatine organique, et cet AMP-là, qu'est-ce qu'il va aller faire? C'est un messager secondaire qui est très, très fort, et en fait, il va réguler positivement la PKA. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va, arriver sur la PKA qui est inactive, qui a ses 2 sous-unités régulatrices et ses 2 sous-unités catalytiques, OK? Il va s'accrocher à la PKA qui est inactive à la base. Il va fixer, donc l'AMPC va fixer les sous-unités régulatrices, attention, les régulatrices, il peut y avoir des pièges sur ça, mais l'AMPC fixe bien les, sous-unités régulatrices de la PKA, qui est inactive à la base, et en fait, elle va libérer du coup ces sous-unités catalytiques, et en les libérant, en fait, des sous-unités régulatrices, elle va activer la PKA, d'accord? Ça, c'est super, super important. L'APK, ensuite, une fois activée, va aller phosphoryler plein de molécules, et c'est comme ça, du coup, qu'elle va pouvoir induire les régulations. Donc petit récap, hop, l'hormone se fixe, ça change la conformation du récepteur. Le récepteur sécrète la protéine G en intracellulaire. Celle-ci change de conformation aussi, sécrète l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase transforme l'ATP en AMP cyclique et en pyrophosphatine organique. Et l'AMP cyclique active l'APKA en libérant les sous-unités catalytiques de cette dernière. Et du coup, l'APKA active va pouvoir phosphoryler euh, des enzymes qu'on va voir après, pour, induire du coup une régulation. Une régulation qui va être en l'occurrence covalente, puisque si vous avez bien suivi, les régulations par phosphorylation, déphosphorylation, ce sont des régulations qui sont covalentes. OK, j'espère que c'est bon pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais normalement en suivant le schéma, ça vient tout seul. OK, alors là, on arrive du coup à la partie où ça devient plus concret, parce que simplement on va s'intéresser en fait à la régulation des voies qu'on a vues tout au long du semestre. Donc on va d'abord parler de la glycogénogenèse et la glycogénolyse, puisque c'est 2 voies qui sont super importantes et qui sont, tout simplement, réciproques. Allez, c'est parti. Donc là, déjà, la prof vous met un schéma qui est incroyable, qui résume, tout ce qui se passe, tout ce qu'on a déjà vu. Je vais pas, repasser du temps dessus pour éviter que la vidéo soit super, super longue. Mais vraiment n'hésitez pas, si vous avez des questions, et n'hésitez pas à aller voir le cours glycogénogenèse et glycogénolyse si, les voies pour vous, c'est pas, encore, très, très bien acquis. N'hésitez pas à aller les revoir avant de voir le cours sur la régulation, ça c'est super important. La prof, elle a bien insisté dessus, mais vraiment avant de voir le cours régulation, assurez-vous que les voies, c'est bon, vous les connaissez, que vous êtes calés, et vraiment si vous avez encore des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser sur le forum, OK? C'est jamais trop tard. Donc, là, on va s'intéresser du coup à la régulation de ces 2 voies. Glycogène, donc dégradation pour arriver, au glucose, ça c'est la glycogénolyse, et au contraire, à partir du glucose, production de glycogène, ça c'est, la, glycogénogenèse. Voilà, à partir du glucose 6-phosphate. Bon, je vais pas tout redétailler, mais vraiment n'hésitez pas. Donc tout ça, pareil, je vais pas trop en parler dans la vidéo, parce que c'est vraiment des cours, des rappels, pardon, sur les cours glycogénogenèse, glycogénolyse que je vous ai mis dans cette fiche. Donc n'hésitez pas à aller voir tranquillement. Mais du coup, dans la vidéo, je vais passer pour pas, que la vidéo dure vraiment beaucoup trop longtemps et que ce soit trop long à regarder. Mais si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Donc, on va passer du coup au vif du sujet. Au niveau de la glycogénogenèse et de la glycogénolyse, on a 2 enzymes clés qui sont régulées. OK? Pas toutes les enzymes, des voies à chaque fois sont régulées. Là, on a nos 2 enzymes clés, ça va être la glycogène phosphorylase pour la dégradation, et au contraire la glycogène synthase pour la synthèse. OK. Donc on se rappelle, glycogène phosphorylase, c'était celle qui nous permettait de dégrader les, liaisons linéaires alpha 1 4 de notre glycogène, et la glycogène synthase, c'était celle qui nous permettait justement de synthétiser le glycogène. OK? Comme son nom l'indique, rien de très compliqué. Donc toutes les régulations vont se faire sur ces 2 enzymes. OK, super important ça. Vraiment. Glycogène phosphorylase pour la dégradation et glycogène synthèse pour la synthèse.
Alors, déjà, je vais commencer par vous parler de la régulation covalente. Régulation covalente, on se rappelle, ici dans ce cours-là, on parle des régulations par phosphorylation, déphosphorylation, même s'il en existe plein d'autres. Donc là, on va s'intéresser à une première situation où on veut du glucose, OK? On veut du glucose, on veut faire augmenter notre glycémie. Donc qu'est-ce qu'on veut faire si on veut du glucose? On veut faire la glycogénolyse. On veut dégrader le glycogène. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc encore une fois, suivez bien le schéma pendant que je parle. Vraiment, ça aide énormément. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc si on veut dégrader du glycogène, donc ce sont ces 2 hormones, le glucagon et l'adrénaline, qui vont réguler les voies métaboliques, OK? On a adrénaline, glucagon qui vont réguler tout ça. Donc on a dit que ces 2 hormones passent par des récepteurs, du coup, qui sont de la même famille, qui vont activer la voie AMP cyclique PKA, donc comme ce qu'on a dit tout à l'heure, hop, le glucagon ou l'adrénaline se fixe, protéine G activée, protéine G produite, pardon. Protéine G, changement de conformation, production de l'adénate cyclase. Adénate cyclase permet de nous faire passer de l'ATP à l'AMP cyclique. L'AMP cyclique qui active la PKA et la PKA active qui permet de faire déphosphorylation, pour du coup réguler nos voies. Donc ici, lorsque la PKA va être active, elle va phosphoryler, comme on l'a vu plus haut. Ici, elle va phosphoryler la glycogène phosphorylase, on nous dit. Alors, qui va permettre la dégradation du glycogène. Donc vous vous en doutez bien, l'APK va phosphoryler la glycogène phosphorylase et si la glycogène phosphorylase est phosphorylée, elle est active. Ça, c'est super important. C'est en phosphorylant la glycogène phosphorylase que celle-ci va être active. Très, très important. Retenez. Mais attention, la PKA ne va pas activer la glycogène phosphorylase directement, donc elle va pas la phosphoryler directement, sinon ce serait trop simple. Elle doit passer du coup par une autre enzyme qu'on appelle, la phosphorylase kinase. Donc la PKA va d'abord aller phosphoryler la phosphorylase kinase, d'accord? Et donc en gros, entre la PKA et la glycogène phosphorylase, il y a la phosphorylase kinase, pardon. Donc PKA phosphoryle la phosphorylase kinase, d'accord? Phosphorylase kinase phosphorylée est activée, OK? Et ensuite, donc lorsqu'elle est phosphorylée et active, comme c'est une kinase, la phosphorylase kinase comme son nom l'indique, elle va aller phosphoryler la glycogène phosphorylase qui, lorsqu'elle est phosphorylée, comme je l'ai dit, est active. Voilà, donc on a vraiment une cascade qui est pas très compliquée, mais qu'il faut retenir. PKA phosphoryle la phosphorylase kinase. La phosphorylase kinase phosphorylée est activée et va du coup pouvoir phosphoryler grâce à son activité kinase la glycogène phosphorylase qui phosphorylée est activée aussi. Et du coup, maintenant on se retrouve avec notre glycogène phosphorylase phosphorylée qui est active et qui va pouvoir dégrader le glycogène pour arriver à notre G1P et libérer du glucose au final quand, on va, faire toute la glycogénolyse, qu'on va dégrader, aussi, toutes les ramifications, enfin bref, ça on l'a déjà vu. OK, donc j'espère que c'est bon et on va pouvoir stimuler la glycogénolyse et donc libérer du sucre. Donc là, je vous ai mis un gros récap, mais ça je viens de vous le faire à l'oral. Donc ça devrait aller, mais si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, j'insiste, c'est super important. OK, donc là, on vient de voir la situation dans laquelle, on voulait du glucose, on voulait augmenter la concentration, de glucose dans le sang. OK. Donc on voulait faire la glycogénolyse. On a tout fait pour la faire, on a réussi. Maintenant, c'est plus le cas, OK? On n'est jamais content. Là, on veut faire la glycogénogénèse. On a trop de sucre dans le sang, on veut faire baisser cette glycémie, ça va pas. Donc on va vouloir stocker notre glucose sous forme de glycogène grâce à la glycogénogénèse. Donc comment on va faire? Alors, là, encore une fois, suivez avec le schéma, super important. À partir du moment où vous suivez avec le schéma, vraiment, tout est super simple à comprendre. Donc, quand on est en présence d'insuline, OK, donc, pardon, quand on est en présence d'insuline, je disais pourquoi j'ai perdu mon bah oui, forcément, voilà, on est là. Du coup, quand on est en présence d'insuline, on veut aller bloquer la dégradation de glycogène. Vous vous rappelez, insuline, qui dit insuline dit on veut faire baisser notre glycémie, donc forcément on veut bloquer la glycogénolyse. Donc l'insuline va aller favoriser, stimuler, quelle voie du coup? Bah, la glycogénogénèse, OK.
Donc elle va stimuler une protéine qu'on appelle la protéine phosphatase, OK? Qui va déphosphoryler, comme son nom l'indique, phosphatase, donc la PP1, c'est une hormone qu'on appelle la PP1, qui va déphosphoryler la glycogène phosphorylase, OK? Et donc inhiber la dégradation du glycogène pour plutôt favoriser sa synthèse. Alors ça, c'est super logique et super important. Tout à l'heure, je vous ai dit que la glycogène phosphorylase phosphorylée était active. Donc forcément, vous vous en doutez bien, si elle est déphosphorylée, elle n'est pas active. Nous, ici, on veut quoi? On veut synthétiser du glycogène. Donc on ne veut pas le dégrader. On ne veut pas faire la glycogénolyse. Donc on veut inactiver la glycogène phosphorylase, qui est l'enzyme régulée dans la glycogénolyse. Donc pour l'inactiver, on va la déphosphoryler, parce que la glycogène phosphorylase déphosphorylée est inactive. OK? Et en plus de ça, OK, pour vraiment renforcer ce truc du, blocage de la glycogénolyse, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer la phosphodiesterase. La phosphodiesterase, elle sert à quoi? Elle va diminuer la concentration de l'AMP cyclique, OK? Et on se rappelle que s'il y a pas d'AMP cyclique, il y a pas de PK, la PK reste inactive. Imaginez là, pas d'AMP. Ici, on n'a plus d'AMP. Bah, regardez, c'est sur le schéma là, c'est bien représenté, heu, ici. Mais en gros, si on n'a plus d'AMP, imaginez ici, tac, plus d'AMP, parce qu'elle a été du coup inactivée par, la phosphodiesterase, donc plus d'AMP. PK, elle reste inactive, OK, elle va pas s'activer et si en fait la PK reste inactive, bah, elle va pas pouvoir phosphoryler, hem, la phosphorylase kinase. On se rappelle que la phosphorylase kinase, elle permettait de phosphoryler la glycogène phosphorylase pour qu'elle soit active. Sauf que si la phosphorylase kinase reste inactive, parce que du coup, il y aura pas eu l'APK, pour l'activer, pour la phosphoryler, pour l'activer. Si elle reste inactive, bah, il y aura pas de, phosphorylation de la glycogène phosphorylase et la glycogène phosphorylase sera inactive. On ne pourra pas faire la glycogénolyse. Donc en plus, en fait, de favoriser la glycogénogénèse, on va bloquer la glycogénolyse. OK, super important, c'est ici la croix ici. On bloque la glycogénolyse puisqu'on ne veut pas dégrader de glycogène vu qu'on est en situation où justement on veut, faire baisser la glycémie, OK? Donc petit récap, en gros, on a de l'insuline, hop, insuline, qui dit insuline dit on veut, stocker notre glucose. Qu'est-ce qui se passe? On a déphosphorylation de la glycogène phosphorylase, parce que qui dit glycogène phosphorylase déphosphorylée dit glycogène phosphorylase inactivée, donc elle va pas pouvoir faire la glycogénolyse, c'est pas ce qu'on veut de toute façon ici ça tombe bien. Et en parallèle, pour renforcer justement cette notion de «je veux désactiver ma glycogénolyse et du coup je veux activer ma glycogénogénèse», on va activer la phosphodiesterase, OK? Phosphodiesterase, pardon, qui diminue la concentration en AMPC. Sauf que du coup, s'il y a moins d'AMPC, bah, tout simplement, il y a pas, d'activation de la PKA. S'il y a pas de PKA, il y a pas, de phosphorylation de la PHK et s'il y a pas de PHK, il y a pas de phosphorylation de la glycogène phosphorylase et s'il y a pas de glycogène phosphorylase, il y a pas de glycogénolyse. Donc vraiment, faut le voir comme ça, c'est une cascade, c'est un peu long, mais il y a rien de compliqué, vraiment. Donc voilà, en tout cas, dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement, en fait, on va avoir une déphosphorylation, de cette glycogène phosphorylase, mais aussi une activation du coup de la phosphodiesterase. Ça, c'est important. Donc ça, c'est du côté où on veut vraiment stocker. D'un autre côté, du coup, on a dit que si on voulait dégrader, hop, on venait phosphoryler la phosphorylase kinase qui, phosphorylait la glycogène phosphorylase pour avoir la glycogénolyse et en fait, ici, la PHK phosphoryle la glycogène phosphorylase et heu, aussi, en fait, en plus, elle va aussi phosphoryler la glycogène synthase de la glycogénogénèse. Parce que comme on a dit tout à l'heure, si on veut activer une voie, ben, on va vouloir désactiver aussi la voie en parallèle, la voie qui fait l'inverse, forcément. Si on veut activer la glycogénolyse, on va forcément vouloir désactiver la glycogénogénèse. Parce que imaginez-vous, on active la glycogénolyse, mais on oublie de désactiver la glycogénogénèse, bah, ça va être très contre-productif, on va plus trop savoir quoi faire. OK?
Donc là, non seulement on a phosphorylé la glycogène phosphorylase, donc pour l'activer, cette glycogène phosphorylase et pour qu'elle puisse faire la glycogénolyse, mais aussi on a phosphorylé la glycogène synthèse, OK, de la glycogénogénèse. Sauf qu'en fait, vous allez vous dire: «Mais pourquoi on la phosphoryle? On n'en veut pas». En fait, la glycogène synthèse phosphorylée est inactive. Ça, c'est super important. Vraiment, c'est le truc qui est super important à comprendre, c'est qu'une enzyme, OK, phosphorylée ne veut pas forcément dire une enzyme activée et au contraire, une enzyme déphosphorylée ne veut pas forcément dire une enzyme inactivée. Ça, vraiment, je vous ai mis un big, micro là, un big point d'exclamation. Retenez, c'est la base des bases des bases. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Phosphorylation ne rime pas toujours avec activation et à l'inverse, déphosphorylation ne rime pas toujours avec inactivation. Donc en fait, autant quand on va phosphoryler la glycogène phosphorylase, ça va l'activer, mais attention, quand on va phosphoryler la glycogène synthase, ça va la désactiver. Et en fait, en phosphorylant les 2, glycogène phosphorylase et glycogène synthase, on va pouvoir activer la glycogène phosphorylase et donc favoriser la glycogénolyse d'un côté et de l'autre, inactiver la glycogène synthase et défavoriser la glycogénogénèse exactement comme on le voulait. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Je vous ai mis un petit récap et tout pour, que vous puissiez mieux comprendre. Mais si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Donc voilà, donc faut retenir que la glycogène phosphorylase et la phosphorylase kinase phosphorylée sont actives, alors que la glycogène synthase phosphorylée, attention, ça c'est super important, ça peut faire des pièges, elle est inactive, mais de toute façon, je vous ai mis un tableau récap à la fin, enfin juste après, je crois. Donc pas de panique. OK. Donc voilà, ça c'était pour la régulation, covalente, donc avec les phosphorylations, déphosphorylations. Maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau allostérique pour ces 2 voies du coup que sont la glycogénogénèse et la glycogénolyse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut savoir qu'en plus de la régulation covalente, on va avoir une régulation par effecteur allostérique. Donc, la régulation par effecteur allostérique, ça va pas être la même, en fonction de si on est dans le muscle ou dans le foie. Donc comme je vous l'ai beaucoup, beaucoup répété pendant tous les cours en fait de régu, glucidique, super important, muscles et foie n'ont pas le même objectif. Dans le muscle, la dégradation du glycogène, en fait, signifie un besoin d'aller produire de l'énergie, OK? On veut du sucre pour produire de l'énergie, alors que dans le foie, au contraire, le glucose, en fait, il servira, plus à la régulation de la glycémie dans le sang. Donc dans le foie, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Regardez vraiment, tout est logique. Là, je vous ai mis un petit tableau fait par mon vieux qui est super et en fait qui vous montre, effecteurs négatifs, effecteurs positifs, ça vous fait un petit récap pour le muscle. Alors, qu'est-ce qui va activer la glycogène phosphorylase? Qu'est-ce qui va au contraire l'inhiber? Donc glycogène phosphorylase, on se souvient, enzyme super importante qui permet de faire la glycogénolyse. Donc on nous dit que l'AMP est un effecteur positif de la glycogène phosphorylase. Donc ça veut dire que quand notre concentration en AMP est élevée, OK, ça va venir favoriser, OK, la production de glycogène phosphorylase et donc la glycogénolyse. Par contre, quand on nous dit, que la concentration en ATP est un effecteur négatif de la glycogène phosphorylase, ça veut dire au contraire que quand la concentration en AMP est élevée, ça va défavoriser la production de glycogène phosphorylase et donc la glycogénolyse. En fait, c'est super logique, comme vous le voyez comme ça. Si on a une forte concentration d'ATP, OK, on a beaucoup d'ATP, on a beaucoup d'énergie. Ça veut dire qu'on ne peut pas en produire plus que ça. C'est bon, on a notre dose. Donc pourquoi on irait faire la glycogénolyse qui, dans le muscle, nous permet justement de produire de l'énergie? Ça sert à rien, c'est contre-productif. On va produire une enzyme qui nous permet d'activer, une voie en fait, enfin d'activer, qui nous permet de faire une voie, qui nous permet de dégrader notre glycogène pour produire de l'énergie, alors qu'on a déjà un taux d'ATP, un taux d'énergie qui est élevé, ça sert à rien. Donc en fait, une haute concentration d'ATP va bloquer la glycogène phosphorylase et défavoriser la glycogénolyse. Par contre, si on est, en forte concentration d'AMP, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'ATP, OK? Le ratio AMP-ATP est élevé, ça veut dire que pas assez d'ATP. Donc on va vouloir au contraire, favoriser
la production de glycogène phosphorylase et faire notre glycogénolyse pour produire de l'énergie. Ensuite, pour le glucose 6-phosphate, c'est la même chose. Si on a beaucoup de glucose 6-phosphate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on en a assez, en fait, de glucose 6-phosphate, qui va aller rejoindre la glycolyse, qui va aller produire de l'énergie. Donc pourquoi on irait en plus, produire de la glycogène phosphorylase, pour dégrader du glycogène alors qu'on a assez de G6P qui nous permet d'avoir de l'énergie? Vous voyez? C'est contre-productif. Donc le G6P, c'est un effecteur négatif aussi. Ensuite, on nous parle du calcium, qui est un effecteur positif de la phosphorylase kinase. Phosphorylase kinase, on se souvient, qui permet d'activer la glycogène phosphorylase en la phosphorylant et donc de favoriser la glycogénolyse. Donc, le calcium, c'est un effecteur positif parce qu'en fait, c'est totalement logique. Si on a une forte concentration, ok, en calcium, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut contracter notre muscle, ok? Qui dit contraction du muscle dit besoin d'énergie, OK? On veut de l'énergie et si on veut de l'énergie, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dégrader le glycogène, donc on va bel et bien favoriser, notre phosphorylase kinase qui va permettre d'activer notre glycogène phosphorylase et in fine de produire notre glucose. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Ça, c'était la petite, partie sur la régulation du coup allostérique au niveau du muscle, OK? Donc dans le cas où on a besoin de produire de l'énergie. Maintenant, on va voir, la régulation allostérique, donc par les produits, par, le taux d'énergie et cetera, mais cette fois-ci au niveau du foie. Au niveau du foie, ce sera plutôt le glucose qui sera le censeur de tout ça et qui va venir en fait inhiber ou activer. S'il y a un trop plein de glucose, il y a plus aucun intérêt à aller stimuler la dégradation de glycogène. Donc en fait, une concentration en glucose va être un inhibiteur allostérique de la glycogénolyse. Ça, c'est vraiment logique, logique, logique. Si vous avez beaucoup de sucre dans le sang, on va pas aller faire la glycogénolyse, OK? On pourra aussi avoir une régulation par le produit, donc comme je vous ai dit, le G6P au niveau du muscle, qui va réguler positivement, la glycogène synthèse, puisque si on a beaucoup de G6P, ça veut dire que c'est bon, on n'a plus besoin du coup de dégrader du glycogène. Donc si on n'en a plus besoin, on veut, heu, plutôt favoriser, pardon, la voie de stockage, donc la glycogénogénèse et donc du coup, on peut dire que le G6P, va réguler positivement la glycogène synthèse. Si on a du G6P, on va vouloir faire la glycogénogénèse, OK? Voilà, c'est vraiment que de la logique. Revoyez bien vos voies avant et ça passe tout seul. Donc voilà et là, je vous ai mis, un tableau récap qui est incroyable, qui vous montre quelle enzyme est active ou inactive lorsqu'elle est phosphorylée. Vous voyez bien que la phosphorylase kinase phosphorylée est active. Pareil pour la glycogène phosphorylase phosphorylée qui est active. Par contre, la glycogène synthèse phosphorylée est inactive. L'ATP et le G6P au niveau du muscle sont des inhibiteurs allostériques de la glycogénolyse. Je vous l'ai expliqué juste au-dessus. Par contre, le glucose au niveau du foie est aussi un inhibiteur allostérique de la glycogénolyse, logique. Et au niveau des activateurs, pardon, allostériques, au niveau du muscle, on a le calcium. On a dit hop, calcium, contraction du muscle, on veut produire, de l'énergie, donc hop, on veut la glycogénolyse. Donc calcium est un activateur allostérique de la glycogénolyse et au contraire, le G6P par contre est un activateur allostérique, positif, mais pour la glycogénogénèse. Et l'AMP, contrairement à l'ATP, est un activateur, allostérique de la glycogénolyse, puisque si on en a beaucoup, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'ATP, donc on va vouloir faire de l'énergie et donc dégrader notre glycogène. OK, donc ce tableau, c'est vraiment super important, il y a tout dessus, toute la régulation allostérique qui est résumée, que ce soit au niveau du foie ou du muscle, donc vraiment, je vous conseille de le voir et de le revoir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout, du tout, du tout. Allez-y, forum, c'est le moment. OK, donc là, c'est un petit schéma récap de tout ce que je viens de vous dire, par la prof. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le regarder, très, très bien. Moi, j'aime beaucoup les schémas récap de la prof, je les trouve super clairs, donc n'hésitez pas. OK, donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'au niveau du muscle, on voit les différentes voies de dégradation du glycogène, OK? Parce que du coup, l'objectif, ça va être d'alimenter le cycle de Krebs parce qu'au niveau du muscle, on veut produire de l'énergie, OK? Ça, c'est au niveau du muscle. Qu'est-ce qu'on fait? À partir de glycogène, on peut,
tout simplement le dégrader pour avoir du glucose 1-phosphate, puis du glucose 6-phosphate qui va pouvoir intégrer la glycolyse, qui va pouvoir, produire de l'ATP, du CO2 en conditions aérobie ou du lactate en conditions anaérobie. Tout ça pour permettre la contraction du muscle, pour permettre la production d'énergie. Au niveau du foie, au contraire, ça c'est vraiment des rappels de la glycogénolyse, mais au niveau du foie, on va avoir une déphosphorylation du G6P qui, contrairement aux muscles, ne va pas être utilisé directement pour aller rejoindre la glycolyse. Ici, il va être déphosphorylé en glucose et ce glucose va pouvoir rejoindre la circulation sanguine pour, réguler notre glycémie. Voilà, c'était petit récap. Donc au niveau du foie, donc ce qu'on veut du coup, c'est produire du glucose, qu'on va libérer dans la circulation sanguine. Donc dans ce cas-là et au niveau du foie uniquement, faites attention à ça, la régulation dont je vais vous parler là juste maintenant, elle se fait uniquement au niveau du foie, ça c'est pas au niveau du muscle. Donc cet autre mécanisme de régulation, c'est quoi? C'est quand en fait on va avoir, une situation, on va vouloir produire du glucose, OK? En fait la glucokinase, elle va être séquestrée au niveau du noyau. Parce que, rappelez-vous, la glucokinase, c'est l'enzyme qui permet de phosphoryler le glucose en glucose 6-phosphate et donc du coup de le bloquer dans la cellule et en fait, c'est comme ça qu'on dit, voilà, le G6P est un carrefour métabolique parce que dans la cellule, il va pouvoir intégrer plein de voies. Nous, si on veut du glucose, on va pas vouloir le phosphoryler. OK? On est bien d'accord? Heu, on veut en fait, tout simplement, si on veut du glucose, on veut au contraire le déphosphoryler. C'est logique. On veut enlever le phosphate pour avoir notre glucose libre dans la circulation sanguine. Donc, si on est dans une situation où on veut produire du glucose, qu'est-ce qu'on va faire pour réguler tout ça et pour avoir notre glucose in fine? On va séquestrer la glucokinase, la pauvre, au niveau du noyau. Donc moi, je m'imaginais vraiment, genre, on prend la glucokinase, on l'enferme dans le noyau et on lui dit: «Tu bouges pas, tu sors pas». Parce qu'on sait que, la glycolyse, elle se fait dans dans le cytoplasme. Donc si on met la glucokinase dans le noyau, la glycolyse ne va pas pouvoir se faire, on va pas pouvoir, avoir cette phosphorylation, du glucose en G6P et donc libération du glucose dans le sang qui est libre et qui va pouvoir faire augmenter notre glycémie. OK, j'espère que c'est clair. Donc voilà, pour cette étape-là de régulation par séquestration. Après donc du coup, qu'est-ce qu'on a dit? Pour les régulations par phosphorylation, comme on vous l'a dit tout à l'heure, régulation clé par la glycogène phosphorylase. On la phosphoryle. D'abord, on phosphoryle la phosphorylase kinase qui va ensuite phosphoryler la glycogène phosphorylase une fois qu'elle sera active. Puis la glycogène phosphorylase, active va aller, tout simplement comme on l'a montré juste ici, je vous fais un petit récap. Glycogène phosphorylase active va pouvoir tout simplement, nous permettre d'aller faire la glycogénolyse et dégrader pardon notre glycogène pour arriver à du glucose. Voilà. Vraiment n'hésitez pas à me mettre au ralenti si je parle trop vite, parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais j'essaye aussi d'un autre côté de faire en sorte de vous expliquer au mieux. Donc vraiment n'hésitez pas à mettre au ralenti si vous trouvez que c'est trop vite ou à faire des pauses. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît et n'hésitez pas si vous avez des questions encore. Il y a aucun souci, je répondrai. OK, donc pour les régulations allostériques, comme on l'a déjà dit, on a le calcium qui joue un rôle clé au niveau du muscle, au niveau de la phosphorylase kinase, concentration de glucose, favorise, positivement, la production de phosphorylase kinase qui nous permettra d'aller vers la glycogénolyse. OK, ça c'était un big récap en fait de toutes les régulations et tout ça, vous l'avez bien résumé sur le schéma de la prof. Donc maintenant au niveau de la glycogénogenèse, donc on l'a vu, c'est vraiment l'inverse. L'insuline va venir déphosphoryler la glycogène phosphorylase du coup pour l'activer. On se rappelle bien, glycogène phosphorylase phosphorylée est activée et au contraire du coup quand elle va déphosphoryler la phosphorylase kinase, elle va l'inactiver. On ne va pas avoir, d'activation de la, glycogène phosphorylase et donc pas de glycogénolyse. Super important. Donc dans cette situation-là, la glucokinase va être séquestrée, heu, non, du coup, elle va pas être séquestrée, elle va être transloquée vers le cytoplasme. Parce que du coup, on se souvient bien tout à l'heure, quand on voulait faire la glycogénolyse, on séquestrait la glucokinase dans le noyau
pour empêcher en fait pour l'empêcher de faire la glycolyse, pour l'empêcher de phosphoryler le glucose en glucose 6-phosphate, pour l'empêcher d'aller vers la voie de la glycolyse, parce que du coup, nous, on voulait notre glucose déphosphorylé. On voulait qu'il soit libre dans la circulation sanguine parce qu'on voulait augmenter la concentration, de sucre dans le sang. Là, c'est l'inverse. Glycogénogénèse, on veut diminuer la concentration de sucre, donc on va bien vouloir phosphoryler notre glucose en glucose 6-phosphate et on va enlever notre petite, glucokinase pardon, du noyau pour le mettre dans le cytoplasme. Donc on se rappelle ici, on avait séquestré la glucokinase, on l'avait mise dans le noyau, petite croix. Parce qu'on n'en voulait pas, on voulait dégrader notre glucose pour qu'il puisse être libéré dans la circulation sanguine. Là, c'est pas le cas, OK? Le glucose ne va pas être libéré dans la circulation sanguine. Au contraire, il va rentrer, OK, au niveau du foie. Il va être phosphorylé par, la glucokinase en G6P. G6P qui va pouvoir intégrer la voie de la glycogénogénèse. Donc on se rappelle glucose 6-phosphate, glucose 1-phosphate, UDP glucose. Glycogène in fine et là, on est content parce qu'on a réussi à diminuer, la glycémie. OK, donc j'espère que tout ça est clair. Vraiment, c'est que de la logique. On veut faire, la glycogénolyse, on séquestre la glucokinase dans, le noyau parce qu'on ne veut pas phosphoryler le glucose, on veut libérer dans le sang. Au contraire, on veut faire la glycogénogénèse, on prend notre glucokinase, on la met dans le cytoplasme pour pouvoir faire la glycolyse et pour pouvoir phosphoryler du coup pas forcément la glycolyse, hein, pour pouvoir phosphoryler, le glucose en glucose 6-phosphate, pardon. Et en phosphorylant le glucose en glucose 6-phosphate, OK, il peut intégrer la glycolyse, mais surtout, c'est ce qui va nous intéresser ici, il va pouvoir intégrer la glycogénogénèse pour produire in fine du glycogène. OK et dernier petit moyen, en fait, de régulation important, c'est qu'en fait, l'insuline va favoriser l'expression du transporteur GLUT4. Pourquoi? On se rappelle, GLUT4, c'est un transporteur qui permet de transporter le glucose au niveau du muscle, du tissu adipeux, donc forcément, on se souvient insuline, on veut faire la glycogénogénèse, on veut stocker notre glucose, donc on va pouvoir favoriser l'expression du transporteur GLUT4 qui va nous faire rentrer notre glucose, OK, au niveau, du tissu adipeux par exemple, pour, le stocker sous forme de lipides ou encore, sous forme de glycogène donc, autre part. Donc comme on le sait, il y a différents transporteurs de glucose à la membrane et en fait, ils sont exprimés de manière spécifique dans différentes cellules. Dans le foie, on a GLUT2. Par contre, GLUT2, attention, il n'est pas soumis à la régulation par l'insuline. Ça, c'est important. Je vous ai fait un petit suite récap. Mais GLUT4 est bel et bien pardon, régulé par l'insuline, ce qui n'est pas le cas de GLUT2. OK, non régulé par l'insuline. Super important. Donc GLUT4, lui, quand il va y avoir, insuline, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, être exprimé, OK, de manière favorable pour faire rentrer le glucose. OK. Voilà, j'espère que c'est clair. Encore une fois, des questions, n'hésitez pas. Là, on a fini enfin la régulation au niveau de la glycogénogénèse et de la glycogénolyse. On a vu, la régulation covalente, donc avec phosphorylation, déphosphorylation, donc un des types de régulation covalente, donc c'est celui qu'on voit dans ce cours et on a vu, la régulation du coup allostérique par les produits notamment et par la concentration, énergétique aussi. Donc voilà, maintenant on va passer du coup à la régulation de la glycolyse et de la néoglucogénèse. OK, donc alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la glycolyse, de la néoglucogénèse? On se souvient, dans la glycolyse, on a 3 réactions qui sont irréversibles. Donc la 1, la 3 et la 10. Et en fait, ce sont sur ces 3 réactions irréversibles qu'on va avoir des points de régulation. Donc notamment, on va avoir une première étape sur l'exokinase ou la glucokinase, OK. Une deuxième du coup, de régulation sur la PFK1 et une troisième sur la, pyruvate kinase. Donc, on se souvient que glucokinase ou exokinase, c'est l'enzyme qui nous permet de passer du glucose au glucose 6-phosphate. Sauf qu'on se rappelle que le glucose 6-phosphate est un carrefour métabolique et que du coup, le point de régulation de l'exokinase, ce n'est pas un point de régulation spécifique de la glycolyse. Ça, c'est super, super, super important, à comprendre.
et à savoir, mais vraiment, le point de régulation de l'exokinase, c'est pas un point de régulation spécifique de la glycolyse puisque, comme on se rappelle, cette phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate par l'exokinase, on peut la retrouver dans plein d'autres voies. OK. Par contre, le point de régulation au niveau de la PFK1, lui, il est bien spécifique à la glycolyse puisqu'il régule le flux entrant de la glycolyse. On se souvient bien de ça, je vous avais bien détaillé ces notions-là dans le cours sur la glycolyse et ensuite du coup le, point de régulation au niveau de la pyruvate kinase, lui, il va réguler le flux sortant, OK? Donc forcément, ce sera un point de régulation qui sera spécifique de la glycolyse aussi. OK, donc ça c'est super important. Donc au niveau de l'exokinase, on va avoir des régulations allostériques, alors qu'au niveau de la glucokinase, elle sera séquestrée, comme on a dit tout à l'heure, dans le noyau et libérée dans le cytoplasme en fonction de sa demande métabolique. Donc on se souvient, hop, trop de glucose, on n'en veut plus, on veut faire la glycogénogénèse, donc on veut du G6P. Alors là, dans ce cas-là, la glucokinase sera libérée dans le cytoplasme pour pouvoir phosphoryler le glucose en G6P. Par contre, au contraire, on veut du glucose, on n'en a pas assez. On veut dégrader notre glycogène, on ne veut pas on ne veut pas phosphoryler le glucose en G6P, ce serait bête. On veut libérer notre glucose dans le sang. Donc là, on va séquestrer notre glucokinase dans le noyau pour l'empêcher de phosphoryler le glucose en G6P. OK? Alors là, un truc qui est super important à retenir, ça peut tomber, ça peut faire des pièges, mais il faut vraiment savoir qu'il y a pas de régulation allostérique de la glucokinase au niveau du foie, mais une régulation par séquestration. Autant si je vous dis, voilà, l'exokinase a une régulation allostérique. OK, c'est vrai. Par contre, la glucokinase, non. La glucokinase, elle est pas régulée de façon allostérique au niveau du foie, elle est régulée par séquestration. On en veut, on, la libère dans le cytoplasme, on n'en veut pas, on la séquestre dans le noyau. Parce qu'on sait très bien que la phosphorylation du glucose en G6P se fait dans le cytoplasme. OK? Donc voilà, ça c'est super important. OK, alors là on passe à une partie, assez complexe, mais pas tant que ça. Vraiment, c'est que de la logique, juste restez concentrés à fond. Si vous avez besoin de prendre une pause ou quoi, vraiment n'hésitez pas. Mais restez concentrés parce que c'est très, très, très important et ça tombe et la prof a bien insisté dessus en présentiel aussi. Donc c'est parti. Alors, faut savoir que pour la PFK1, on va avoir une régulation allostérique par le fructose 2,6 bisphosphate. Alors, pas de panique, c'est normal si vous reconnaissez pas trop le fructose 2,6, bisphosphate. On va en parler et je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe. Donc, régulation allostérique par le fructose 2,6 bisphosphate pour la PFK1, mais aussi on va avoir une régulation par le pH. Alors, pourquoi par le pH? Vous devez vous demander: «Mais d'où il sort celui-là?» En fait, on se souvient que la glycolyse, elle peut fonctionner en aérobie, mais qu'elle peut fonctionner en anaérobie aussi. Et vous vous rappelez, quand on est en absence de dioxygène, la finalité, en fait, au final, qu'est-ce qu'on va faire? On va produire du lactate. Sauf que qui dit lactate dit acide lactique et donc du coup, à un moment donné, si on a trop d'acide lactique, ça va être beaucoup trop acide, notre pH va diminuer à fond la caisse et on n'en peut plus. Et en fait, la cellule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pouvoir se protéger de cette situation où, notre pH sera trop bas. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, inhiber en fait l'APFK1. OK? Donc une très forte concentration d'acide lactique dans notre cellule va inhiber l'APFK1, va lui dire: «Stop, stop, ralentis, on va pas faire la glycolyse». On est en situation d'anaérobie. Si on fait trop de glycolyse, on va se retrouver avec trop de lactate, trop d'acide lactique, trop d'acidité, pH beaucoup trop bas. OK? Donc en fait, le pH, ça va être une manière de réguler aussi. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc la pyruvate kinase, elle, elle a aussi une régulation au niveau de son expression et une régulation allostérique et covalente. Tout ça, on le verra après. OK. Donc maintenant, pour la NGG, donc la néoglucogénèse, on n'a pas 3 réactions irréversibles, on se souvient, on en a 4. On a 4 réactions irréversibles qui sont catalysées par 4 enzymes clés. Donc on se souvient, on a, la glucose 6-phosphatase qui nous permet de passer du G6P
au glucose, la PEPCK, la pyruvate carboxylase et la fructose 1,6 bisphosphatase, qui sont les 4 enzymes qui, catalysent les 4 réactions irréversibles de la néoglucogénèse et ce sont ces 4 enzymes clés, qui vont être régulées. OK. Donc, important à savoir pour la glucose 6-phosphatase et la PEPCK, ça va être une réaction transcriptionnelle, alors que pour la pyruvate carboxylase et la fructose 1,6 bisphosphatase, ça va être une régulation, pardon, qui va être allostérique. OK? Donc voilà, ça, de toute façon, je vais bien vous en parler tout à l'heure, ça va rentrer tout seul. Donc, le régulateur clé entre la glycolyse et la l'ADG, c'est le fructose 2,6 bisphosphate. Super, super important. Le fructose 2,6 bisphosphate, attention à vous, je vous vois venir, c'est ni, un intermédiaire de la glycolyse, ni un intermédiaire de la NGG, OK? Il fait partie d'aucun des 2. C'est un régulateur allostérique qui vient, de l'extérieur, OK? Et qui va réguler, qui va être un petit peu le petit pont qu'on va pouvoir avoir entre la glycolyse et la néoglucogénèse. Mais cette molécule, attention, vraiment, j'insiste, elle est ni produite par la glycolyse, ni par la NGG, OK? Super important. Donc, ce qui se passe, c'est que, on se souvient dans la glycolyse, la PFK1, elle sert à quoi? Elle sert à, passer de notre fructose 6-phosphate à notre fructose 1,6 bisphosphate dans la glycolyse. La PFK2, elle va permettre de produire le fructose 2,6 bisphosphate. Donc je vais bien vous en parler après. Et en fait, cette molécule-là, le fructose 2,6 bisphosphate dont je vous parle depuis tout à l'heure, elle va être activatrice côté glycolyse et inhibitrice côté néoglucogénèse. Donc, là, vous vous dites: «Mais c'est quoi tout ça? Je comprends pas et tout». Mais vraiment, posez-vous, regardez la situation, OK? Calmez-vous. Et dites-vous vraiment c'est logique. Regardez, en fait, on nous dit que le fructose 2,6 bisphosphate est une molécule activatrice côté glycolyse et inhibitrice côté néoglucogénèse. Pourquoi? En fait, on se souvient bien que, dans la glycolyse, on part de notre, F6P vers le fructose 1,6 bisphosphate, OK? Donc ça, là, on va dans le sens de la glycolyse. Par contre, au contraire, pour aller dans le sens de la néoglucogénèse, il faudra aller de l'autre côté, du fructose 1,6 bisphosphate au fructose 6-phosphate, OK? Donc ça, c'est super important. Donc, le fructose, pardon, 2,6 bisphosphate est produit par la PFK2 à partir du F6P. Donc vous voyez pardon, attendez. Je vais arrêter de toucher l'écran. Mais, vous voyez quand on part du coup du F6P, qu'on utilise notre PFK2, on produit non pas du fructose 1,6 bisphosphate, mais du fructose 2,6 bisphosphate et on va bien dans notre sens F6P, F2,6 bisphosphate, dans notre sens phosphorylation, dans notre sens glycolyse. OK? Alors qu'au contraire, si on allait de l'autre côté, qu'on remontait du fructose 2,6 bisphosphate au fructose 6-phosphate, alors là, on irait du côté déphosphorylation et on irait du côté néoglucogénèse, du côté je remonte la glycolyse. OK? C'est super important. OK, faut savoir en fait que cette enzyme, la PFK2, elle est bifonctionnelle. Voilà, sinon ce serait trop simple. Elle a 2 activités différentes. Elle a bel et bien une activité kinase, comme son nom l'indique, PFK2, OK? Mais elle a aussi une, activité phosphatase. Alors là, oui, pour le coup, je vous l'accorde, c'est pas dans le nom. À chaque fois, je vous dis: «Oui, l'activité des enzymes, c'est dans le nom». Là, pas forcément. Parce que du coup, on a le kinase, donc on sait qu'elle phosphoryle, mais on sait pas qu'elle est capable aussi de déphosphoryler, cette petite maline. Donc elle a aussi une activité, phosphatase, mais juste on ne le voit pas dans le nom. Mais il faut le savoir. Donc là, on passe à la partie la plus technique du cours, mais vraiment, si vous suivez bien, avec le schéma, avec ce que je vous dis, il y a aucune raison que ça rentre pas. Vraiment, c'est pas si compliqué que ça. Alors, suivez bien, suivez très, très bien. Si vous avez besoin de prendre une pause, encore une fois, allez-y, parce que c'est vraiment une partie qui est super, super importante. Après, vous verrez, c'est beaucoup plus chill. On est bientôt à la fin, donc vraiment, vous inquiétez pas. Donc, faut savoir qu'en fait, lorsque la forme kinase de la PFK2 est active, elle va permettre la production de F2,6 bisphosphate. Donc ça, c'est logique. Comme je dis tout à l'heure, forme kinase de la PFK2 active, ça veut dire que on va pouvoir passer de notre F6P, OK, ici, là, on passe de notre F6P à notre
2,6 bisphosphate. OK? Et donc du coup, donc là, c'est si notre PFK2 est, à sa forme et sous sa forme kinase. Bon désolée, j'écris très mal sur l'ordinateur, mais si la PFK2 est sous sa forme kinase, elle va pouvoir phosphoryler, jusqu'à là c'est logique, le F6P en F2,6 bisphosphate. D'accord? Elle est sous sa forme déphosphorylée. On va dans le sens de la glycolyse. Alors, oui, je vous vois venir. En fait, pour que la PFK2 soit sous sa forme kinase, donc pour que la PFK2 puisse phosphoryler, il faut qu'elle-même soit déphosphorylée. Ça, c'est super important, ça peut tomber, ça peut faire des pièges. C'est un peu technique comme notion, je vous l'accorde, mais une fois que vous l'avez ancré dans votre tête, ça vient tout seul. Donc, pour que la PFK2 soit sous sa forme kinase et qu'elle puisse donc phosphoryler, il faut qu'elle soit déphosphorylée. Donc une PFK2 déphosphorylée permet de phosphoryler, OK? Et du coup d'aller dans le sens de la glycolyse. Par contre, donc ça c'est si on veut faire la glycolyse, si on a l'arrivée du glucagon, la PFK2 est phosphorylée par la pKa, donc on se souvient de tout à l'heure, la pKa phosphoryle. Et du coup, si, notre molécule, pardon, est sous sa forme phosphorylée, l'activité kinase est inhibée et c'est l'activité phosphatase qui va être active. Ça, c'est super, super important. Donc si on a une PFK2 sous sa forme kinase active, ça veut dire qu'elle est déphosphorylée. Donc une PFK2 déphosphorylée et sous sa forme kinase, elle permet de phosphoryler. Par contre, si on a une PFK2 qui est phosphorylée, OK, elle est sous sa forme, d'activité phosphatase et elle va pouvoir déphosphoryler. Ça, c'est super important. Donc le glucagon arrive, PFK2 phosphoryle, la non, pKa pardon, la pKa phosphoryle la PFK2. PFK2 phosphorylée déphosphoryle, donc elle est dans son activité phosphatase. Ça, c'est super important. Du coup, si elle est, dans son activité phosphatase, si son activité phosphatase est active, elle va venir au contraire déphosphoryler, donc voilà la flèche inverse, elle va remonter, OK, pour faire la NGG. Elle va déphosphoryler le F2,6 bisphosphate en F6P et là, on va bel et bien aller dans le sens de la néoglucogénèse et ça, c'est super, super, super important à retenir. Mais vraiment, regardez, je vais vous faire un big récap. Donc vous avez votre PFK2. PFK2, elle a une double activité, une double fonctionnalité, elle est bifonctionnelle. Elle peut avoir une activité kinase et une activité phosphatase. Sous sa forme, déphosphorylée. Donc imaginez votre PFK2 déphosphorylée. Sous sa forme déphosphorylée, la PFK2 va pouvoir phosphoryler. Elle a sa forme kinase qui est active. Oui, c'est contre-inductif. Si elle peut phosphoryler, notre PFK2, ça veut dire qu'on peut passer du F6P au F2,6 bisphosphate et donc aller dans le sens de la glycolyse. Au contraire, si on a du glucagon qui arrive, vous vous doutez bien, on ne veut pas faire la glycolyse. Qui dit glucagon dit on veut du sucre dans le sang. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire de la néoglucogénèse. Donc on veut aller dans l'autre sens. On veut remonter notre glycolyse pour arriver in fine à notre glucose. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La PFK2 va être phosphorylée par la pKa. Donc la pKa phosphoryle la PFK2. Qui dit PFK2 phosphorylée dit qu'elle a une activité phosphatase. Donc PFK2 phosphorylée va pouvoir déphosphoryler. Donc si elle déphosphoryle, elle va déphosphoryler quoi? Elle va déphosphoryler le F2,6 bisphosphate en F6P. On fait le retour et on va dans le sens de la néoglucogénèse. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Et donc pour déphosphoryler, c'est le signal de l'insuline, du coup, avec la protéine phosphatase, mais aussi, toujours, on a nos phosphodiesterase qui diminuent la production d'AMPC. Si on diminue la production d'AMPC, on désactive la pKa. OK? Donc voilà, j'espère que ça va pour vous, j'espère que c'est clair. J'essaie de vous faire un gros récap à l'oral pour que ce soit plus clair. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, il y a un gros récap sur tout ça, tout ce que je viens de dire. Je vous laisse le regarder tranquillement. Mais voilà. Là, pareil, je vous ai mis, le tableau qui résume vraiment tout. À chaque fois, quel effet
l'insuline va avoir, sur telle voie, sur telle enzyme. Vraiment, je vous laisse regarder ça tranquillement, mais c'est vraiment tout ce que je vous ai dit, juste avant et pareil pour le glucagon. Donc l'objectif de l'insuline, de stimuler la glycolyse et diminuer la néoglycogénèse. Je pense que vous l'avez compris. Dans ce cas-là, on va aller dans le sens, de la glycolyse, alors que le glucagon va vouloir bloquer la glycolyse et activer la NGG. Donc là, on va aller dans le sens de la néoglucogénèse. Donc ici, on va aller dans le sens de la PFK1. Ici, on va aller dans le sens, de cette enzyme-là, tout simplement. La fructose 1,6 bisphosphatase, pardon, j'ai buggé. Mais voilà, donc ça, c'est super important. Régulateur clé qui fait intermédiaire, en fait, entre la glycolyse et la NGG, c'est celui-là, le F2,6 bisphosphate. Donc c'est une régulation qui est hormonale, insuline glucagon. Ensuite, il y a régulation aussi par phosphorylation, déphosphorylation au niveau de la pyruvate kinase. Donc là, avec le F2,6 bisphosphate, on régulait le flux entrant de la glycolyse, OK, sur la PFK1. Heu sur la pyruvate kinase, du coup, on va réguler le flux sortant. Ça, c'est super important. Mais ça, vous le savez déjà normalement. Le glucagon va phosphoryler la pyruvate kinase et l'inhiber. Ça, c'est important aussi. Donc la pyruvate kinase phosphorylée est inactive. Ça, c'est important. À l'inverse, l'insuline va la déphosphoryler, l'activer. Donc retenez bien que pyruvate kinase déphosphorylée et activée. Donc insuline, on va vouloir du coup faire la glycolyse. Donc on va déphosphoryler la pyruvate kinase pour favoriser le flux sortant de la glycolyse. Par contre, glucagon, on ne va pas vouloir aller dans le sens de la glycolyse. Donc on va vouloir inhiber la pyruvate kinase et pyruvate kinase phosphorylée et inhibée. Super important. Donc on a aussi une régulation au niveau de l'expression des gènes, au niveau de la transcription, et il faut savoir que l'insuline va favoriser la glycolyse. Ça, encore une fois, je le répète, va stimuler l'expression du gène de la glucokinase. Donc ça, c'est, une régulation typiquement, par l'expression des gènes au niveau de la transcription et elle stimule l'expression du gène de, la pyruvate kinase aussi. Donc là, je vous ai mis un petit récap, avec les différentes régulations. On se souvient, PUPCK et G6Pase, du coup, sont régulés au niveau de la transcription, de l'expression du gène, alors que la pyruvate carboxylase et la F1,6 bisphosphatase sont régulés au niveau allostérique. Super important. Donc voilà, donc en régulant l'expression génique, des enzymes clés et en régulant leur activité, Heu, toutes ces régulations arrivent finalement, à la même chose. Elles vont favoriser la réponse rapide pour aller stocker, donc glycogénogénèse ou libérer, glycogénolyse, du glucose. Donc maintenant, on va voir la régulation allostérique. Depuis tout à l'heure, on vous parle de phosphorylation et tout, c'était la covalente. Là, on va voir la régulation allostérique comme on a vu au niveau de la glycogénogénèse et de la glycogénolyse. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là, encore une fois, regardez bien le tableau, suivez bien avec le tableau, c'est super important. Donc pour la régulation allostérique, le F2,6 bisphosphate va être un activateur de la PFK1 et un inhibiteur de la fructose 1,6 bisphosphatase. Alors ça, c'est logique. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure en fait, hein. On avait un peu, pré-shot, la régulation allostérique, mais il faut savoir que le F2,6 bisphosphate, à partir du moment où on a du F2,6 bisphosphate, ça veut dire que on va dans le sens de la glycolyse. Ça veut dire qu'on a phosphorylé notre fructose 6-phosphate en fructose 2,6 bisphosphate. À partir de ce moment-là, on a phosphorylé notre F6P, ça veut dire qu'on va bel et bien dans le sens de la glycolyse. OK? Donc le F2,6 bisphosphate est un activateur de la PFK1, enzyme de la glycolyse. Par contre, c'est, un inhibiteur de la fructose 1,6 bisphosphatase, puisque si on a phosphorylé notre F6P, ça veut dire qu'on est dans le sens de la glycolyse et pas de la néoglucogénèse, donc on va pas vouloir la faire. Donc on inhibe l'enzyme de la néoglucogénèse qui nous permet de passer du F2,6 bisphosphate au F6P. OK? Donc jusqu'à là, ça va, c'est logique. Tout est récapitulé ici, je rappelle. Donc, comme pour les voies du glycogène, ce sont des voies qui vont être sensibles au niveau énergétique. Donc, quand on va avoir une très, très forte concentration en ATP, en fait, vous vous doutez bien, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la régulation allostérique, au niveau de la glycogénogénèse et de la glycogénolyse. Là, c'est vraiment la même chose. Vous vous doutez bien que si on a une forte concentration,
en ATP, on va pas vouloir faire la glycolyse. La glycolyse nous permet d'avoir encore plus, d'énergie, donc non. Donc l'ATP va être un inhibiteur allostérique de la glycolyse. Par contre, ça va être un activateur allostérique de la néoglucogénèse. OK? Ça, c'est important. Donc ça va inhiber les flux entrants-sortants, donc PFK1, PK. OK, donc l'ATP. Ensuite, tac, tac, tac. Lorsqu'il y a de fortes concentrations en AMP, au contraire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui dit beaucoup d'AMP dit peu d'ATP, on va vouloir faire la glycolyse pour produire de l'énergie. Super important. Donc on a un faible niveau d'énergie, on va aller faire la glycolyse. Dans l'autre sens, si on a un fort niveau énergétique, c'est qu'on va dans le sens de la néoglucogénèse. Heu, donc puisque la NGG a besoin de forts niveaux énergétiques pour fonctionner. Vous avez vu, c'est vraiment logique. Quand on est en faible niveau énergétique, on est inhibiteur, du coup, pour cette voie. Forcément, on va aller vouloir faire la glycolyse pour produire plus d'énergie. Donc glycolyse et NGG sont sensibles au niveau énergétique de la cellule, c'est important. Faut regarder le ratio AMP-ATP. Pas assez d'AMP, pas assez d'ATP, pardon, on va aller faire la glycolyse. Trop d'ATP, on va aller faire la néoglycogénèse. En gros, c'est ça. Voilà, voilà. Donc on a aussi une régulation par produit. Ça, encore une fois, c'est logique. Si on a beaucoup, beaucoup d'acétyl-CoA, est-ce qu'on va vouloir faire la glycolyse? Bah non, parce qu'on sait que la glycolyse nous permet in fine d'arriver à la production d'acétyl-CoA. Donc si on en a beaucoup, on va pas vouloir en produire encore plus. Donc l'acétyl-CoA est un inhibiteur de la glycolyse. Au contraire, si on a, beaucoup d'acétyl-CoA, on va plutôt aller vers la néoglucogénèse, la voie réciproque. OK, et c'est pareil pour le citrate. Donc citrate, si on en a beaucoup, hop, on va plutôt aller vers la néoglucogénèse et pas vers la glycolyse. On va bloquer la glycolyse parce qu'on ne veut pas en produire encore plus. Juste, le citrate va réguler au niveau du flux entrant, OK, alors que l'acétyl-CoA va réguler au niveau du flux sortant et l'ATP, il régule au niveau du flux entrant et au niveau du flux sortant. Ça, c'est important. Donc voilà, je pense qu'on a fini, avec le plus gros du cours. Vraiment la fin, c'est un gros récap un peu sur tout. Je pense que je vais pas vraiment vous le détailler parce que, c'est vraiment un gros récap de tout ce qu'on a dit. Il y a peut-être un petit peu les notions d'hyperglycémie, hypoglycémie, je vais vous dire un petit mot dessus, mais après je vous laisse lire tranquille, de votre côté pour pas, que la vidéo dure éternellement. Mais parce que sinon je vais vraiment galérer à l'upload sur, YouTube. Mais donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Là, on a un petit récap, où on nous dit que les régulations, peuvent être en fait peuvent se faire de plein de manières différentes. Donc on a des régulations de l'expression des gènes, comme on a vu, des régulations de l'activité, donc ça, c'est les régulations covalentes, où on a vu, du coup, comment on pouvait réguler des enzymes à partir de phosphorylation, de déphosphorylation, donc ça, c'est un type de régulation covalente parmi tant d'autres et des régulations allostériques inhibitrices ou activatrices. Donc en général, c'est, par, des questions de niveau énergétique, de régulation par le produit et cetera. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc voilà, donc à la fin, la prof nous parle de l'homéostasie glucidique. Ça, c'est une partie que je vais plus vous laisser voir de votre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'il y a rien de très, compliqué, à forcément expliquer. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc vous avez trop de sucre, en gros, c'est ça, hyperglycémie, sécrétion d'insuline. Insuline va activer nos voies de stockage, glycogénogénèse, glycolyse, lipogénèse. Au contraire, vous en avez pas assez, hypoglycémie, sécrétion du glucagon, de l'adrénaline, du cortisol, qui vont activer la glycogénolyse, la néoglucogénèse, la lipolyse. Ça, c'est super important. Et en fait, il faut savoir que hypoglycémie, hyperglycémie, c'est 2 situations qui sont très, très différentes. En fait, quand vous êtes en situation d'hypoglycémie, déjà super important, c'est une situation critique à ne pas négliger, OK? Donc dès qu'on a hypoglycémie, il faut resucrer très rapidement, OK? Parce que du coup, on peut être dans des états, pas ouf du tout. Parce que comme on le sait, notre cerveau pour fonctionner, il a besoin de glucose. Si on n'a pas assez de glucose, si on est en hypoglycémie, ça peut aller du malaise jusqu'au coma. Donc vraiment, c'est très grave, il faut resucrer direct. Alors qu'au contraire, l'hyperglycémie, bon, je dis pas que c'est pas grave, mais on va pas forcément s'en rendre compte sur l'instant T. Il va pas y avoir de gros symptômes sur le moment, ce sera plutôt sur le long terme, OK? Donc voilà, il y aura pas d'urgence, à traiter, à resucrer comme, du coup en hypoglycémie.
Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous tout ça. Je vous ai mis, les schémas de la prof, qui détaillent du coup la glycolyse avec ses points de régulation, ses 3 points de régulation et la néoglucogénèse avec ses 4 points de régulation. Vraiment, je trouve ces schémas très bien. Ça vous montre un peu tout ce qui se passe de manière plus globale. En tout cas, voilà, le cours est enfin fini. J'espère qu'il vous a plu. Si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre ma vidéo, en ralenti si vous en avez besoin ou quoi quand vous la revoyez. J'essaie d'aller le plus vite possible tout en expliquant le mieux possible et en allant dans les détails pour que vous puissiez tout comprendre puisque c'est un cours vraiment une fois que vous avez fait tous les liens, que vous suivez avec les schémas et tout, il y a pas de raison, tout est logique. Donc vraiment, au niveau des QCM, fonctionnez dans la logique à fond. N'hésitez pas à lire mes petits, tut help et tout, tous les petits trucs, toutes les remarques en bleu. Je vous ai donné pas mal de tips. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et courage vraiment pour, l'examen. Ça va bien se passer. Là, c'est la dernière ligne droite. Vous avez tenu jusqu'ici, donc déjà, ça veut en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc moi, j'ai aucun doute et je vous fais des gros bisous. La team Love, je fais des bisous et voilà, courage!